y a des familles qui ressemblent à une photo de magazine, table dressée, sourire éclatant et odeur de tarte aux pommes sortant du four. La nôtre avait tout ça. Il ne manquait que la partie vérité. Je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans, je vis à Orlando depuis que je suis gamin. Je travaille comme technicien informatique dans une société qui gère les réseaux de chaînes de restaurants. Ce n'est pas glamour, mais ça paie le loyer et l'essence de mon pick-up F-150 de 2008, qui boit plus que mon oncle au barbecue. Mon père, Roberto, vient de l'intérieur du Brésil et s'est construit ici à la force du poignet. Il a commencé en nettoyant des moquettes, est devenu sous-traitant dans le bâtiment et, quand il s'est remarié avec Melissa, ma belle-mère, il a ouvert une petite entreprise de rénovation. Ça a grandi. Aujourd'hui, il a 3 fourgonnettes blanches avec le logo Roberto Home Improvement et un bureau loué dans un petit centre commercial près de Colonial Drive. Fier de lui? Toujours. Jusqu'au déjeuner de la fête des mères. Melissa, écoutez, j'ai essayé. Vraiment. Quand ils se sont mariés il y a 5 ans, je lui ai offert un cadeau cher, un aspirateur robot à $499 qu'elle voulait. Elle a souri, m'a pris dans ses bras, a posté une photo avec la légende « Mon beau-fils est un amour ». Tout semblait parfait. Mais avec le temps, de petites choses ont commencé, des pics par-ci, par-là, des commentaires du style « Lucas n'a pas d'ambition »,« Lucas pense encore comme un Brésilien »,« Lucas devrait me respecter davantage parce que je m'occupe de ton père ». Bon, je laissais passer. Mais ces derniers mois, ça a pris une autre tournure, disparition de reçus, remarques étranges sur l'argent de l'entreprise, et surtout un éloignement soudain de mon père envers moi, sans explication. Arrive la fête des mères. Table avec nappe blanche, vaisselle qui ne sort que pour les grandes occasions, couverts alignés comme des soldats. Il y avait de la dinde, oui, elle a fait une dinde en mai, des lasagnes à la ricotta, une salade aux fraises et aux noix, et la tarte aux pommes trop parfait pour être vrai. J'ai apporté des fleurs pour Melissa, parce que ma mère, qui vit toujours à Newark et n'est pas venue, m'a appris que le respect ne se délègue pas. Je suis entré, j'ai salué tout le monde, y compris ses 2 enfants d'un mariage précédent, Eden et Chloé, 2 ados qui ne communiquent qu'en demi-phrase et en émoji. Au début, cordialité. Mon père racontait un nouveau contrat avec une résidence avec Nona, Melissa riait un peu trop fort à ses propres blagues, la famille entière dans cette ambiance où on est américain, mais avec une touche brésilienne. La conversation s'est tendue quand Melissa a commencé à me poser des questions sur ma vie comme si elle interviewait un stagiaire. Alors, Lucas, quand est-ce que tu vas penser à faire un MBA? Tu sais combien gagne un chef de projet? $120 000 et plus. J'ai avalé ma salive. Je me concentre sur des certifications réseau, Mel. Elle a penché la tête, sourire en coin. Une certification, c'est comme un autocollant sur une voiture, non? C'est joli, mais ça ne te fait pas aller plus vite. Mon père a ri. Pas son rire habituel, un rire court, complice. Ça m'a frappé. J'ai pris un verre d'eau, j'ai regardé la table. Et là, Melissa a décidé de porter un toast. Aux mères de cette maison. À celles qui ont donné la vie, à celles qui ont élevé, à celles qui contiennent le chaos masculin avec patience. Tout le monde a applaudi. Elle a levé son verre de vin et, en me désignant subtilement, a ajouté. Et à ceux qui apprendront un jour à respecter. J'aurais pu laisser passer. J'aurais pu. Mais depuis des semaines, j'avais une puce à l'oreille. Cette puce avait un nom, Amy, la réceptionniste du bureau de mon père. J'étais passé là 2 jours plus tôt pour réparer un routeur et j'avais entendu par hasard parce qu'une porte fine, c'est une invitation et une conversation entre Melissa et quelqu'un en haut-parleur. Alors, tu passes le budget en matériaux et je signe. Roberto ne regarde même pas, il me fait confiance. La voix d'homme à l'autre bout a ri et dit quelque chose à propos du crédit chez Home Depot. J'avais eu un mauvais pressentiment. Mais au lieu d'en parler tout de suite à mon père, j'ai voulu rassembler plus de pièces. Retour au déjeuner. Melissa a posé son verre avec ce sourire d'Instagram. J'ai dit calmement, ou du moins je le croyais. Le respect se construit dans les 2 sens. Elle a levé un sourcil. Bien sûr. Commence par montrer comment. Silence. Le climatiseur a émis un petit bruit. Mon père a croisé les bras, prêt à me couper. Et moi, avec le courage lâche de quelqu'un acculé, j'ai lâché. Difficile de respecter, une traînée. Le mot est sorti avant que j'aie fini de penser. Brutal, sale. J'ai vu la scène passer au ralenti.
Mon père s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. Il est venu, main ouverte, lourde, et avant que je ne réagisse, la gifle est partie. Brûlure, goût de fer dans la bouche. Chloé a dit « Oh my God », le verre d'Éden s'est renversé. Mélissa a porté la main à sa poitrine comme une actrice de feuilleton. Et moi, la lèvre en sang, je suis resté figé. Mon père a crié. « Présente tes excuses, maintenant. » Vous savez, quand tout bourdonne et que ça devient un bruit de stade. Je ne voyais plus que le visage rouge de mon père, et celui de Mélissa essuyant le coin de son œil sans larmes. « Excuse-toi. » Il a répété. Je l'ai regardé, puis elle, et j'ai dit doucement. « Je m'excuse. » Mais seulement après que tu aies entendu quelque chose. Il a menacé de revenir à la charge, mais Mélissa a retenu son bras avec une délicatesse calculée. « Laisse-le parler, chérie. Il a besoin de se défouler. » Ça m'a encore plus énervé que la gifle. J'ai raconté le coup de fil. J'ai parlé du matériau, du je signe. J'ai dit que l'entreprise payait $1200 par mois pour un compte que personne ne connaissait, à part Mélissa. J'ai ajouté que j'avais vu dans l'appli bancaire oui, j'avais un ancien accès pour un boulot que j'avais fait 3 virements vers une nouvelle LLC avec une adresse à Kissimmee. Je parlais vite, de peur que si je m'arrêtais, je m'effondre. Mon père a eu un visage de quelqu'un qui ne reconnaît plus son propre nom. Tu es en train de me traiter d'idiot? Je dis qu'on se sert de toi. Mélissa n'a pas perdu son aplomb. Lucas, c'est de la diffamation. Je gère les finances parce que ton père me fait confiance. Et cette LLC, c'est pour séparer les coûts. Chose d'adulte. Elle a dit adulte comme si j'avais 12 ans et que je cachais mon bulletin. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les photos des relevés bancaires et les ai posées sur la table, à côté de la salière. Regarde la date, 27 avril. Un matériau pour $2480. Le même jour, virement vers Sunset Interior LLC. Et regarde l'adresse, la même que celle de l'appartement que tu dis avoir loué pour ta cousine, Mélissa. Mon père a pris le téléphone, la main tremblante. Il a mis un instant de plus sur Sunset Interior. Je savais pourquoi, c'était le nom de la playlist que Mélissa écoutait dans la voiture. Détail minime, mais le cerveau fait vite le lien. Ça ne prouve rien, dit-elle d'une voix plus aiguë. J'ai les factures. Tu crois que Home Depot vidère? Mon amour, dit quelque chose. Mon père m'a regardé comme si j'étais un étranger. Tu violes la confidentialité de notre entreprise, tu me manques de respect chez moi, tu insultes la femme qui s'occupe de moi et tu veux que je croie à cette comédie? Tu as gâché la fête des mères de ma famille. J'ai respiré. Ma lèvre me lançait, mais j'étais froid maintenant. J'ai eu tort sur le mot. Je m'en excuse. Mais le reste, je le prouverai. Mélissa a alors laissé échapper un petit rire. Le prouver? Où ça? Sur Reddit? La table a esquissé quelques rires gênés. J'ai rangé mon téléphone, pris ma veste sur le dossier de ma chaise et dit. Je m'en vais. Mais papa, avant de m'expulser pour de bon, regarde l'email d'ami de vendredi. Objet, urgent invoice. Il est dans ta boîte. Cherche-le. Je n'ai rien à chercher, a-t-il tranché. Tu es persona non grata ici tant que tu n'auras pas appris le respect. Mélissa a baissé les yeux, presque compatissante. Va avec Dieu. Je suis parti. Le ciel de Floride était bleu carte postale, les palmiers se balançaient comme si rien ne s'était passé. Je suis monté dans le pick-up, j'ai mis la clim à fond et j'ai posé la tête sur le volant. La gifle brûlait. Mais plus encore la sensation d'avoir perdu mon père. J'aurais pu exploser sur le champ, mais j'ai décidé autre chose, si je devais brûler, ce serait avec des preuves. J'ai ouvert mon ordinateur sur le siège passager, connecté au hotspot du téléphone et accédé à mes emails. Ami avait répondu à un message que je lui avais envoyé dans la nuit. Lucas, je ne peux pas en parler ici. Mais il y a un problème. Ce soir, 20h, au Starbucks de Michigan St. J'apporte les copies. J'ai regardé dans le rétroviseur, vu mon visage avec la lèvre fendue et j'ai pensé, parfait. Si c'est la guerre, ce sera avec des reçus. Et, au fond, derrière la colère, une peur froide, et si je me trompais? Et si Mélissa était seulement autoritaire et moi, paranoïaque? Il fallait que je découvre la vérité.
Coûte que coûte, même si c'était au prix de la dernière parcelle de ma loyauté. Le Starbucks de Michigan Saint se trouve dans un petit strip mall, coincé entre une boutique de vape et un salon de toilettage pour animaux avec un caniche teint en bleu dans la vitrine. J'y suis arrivé en avance, 19h35, parce que l'anxiété ne respecte pas l'horloge. J'ai commandé un grand cold brew, me suis assis face à la porte et ai posé mon ordinateur portable sur la table, juste pour donner l'impression d'être détendu. Ma lèvre me brûlait encore, et chaque gorgée piquait un peu, me rappelant la gifle. Je repassais mentalement ce que j'avais dit au déjeuner, cherchant le moment précis où j'aurais pu m'arrêter. Je ne l'ai pas trouvé. La vérité, c'est que j'étais à un carrefour sans retour, soit je prouvais quelque chose de gros, soit je devenais le fils ingrat qui avait détruit sa propre famille par jalousie envers sa belle-mère. Amy est arrivé à 20h07. Les cheveux attachés à la va-vite, un t-shirt de l'entreprise sous un blazer usé, des cernes de quelqu'un qui porte tout le poids sur ses épaules. Pas d'embrassade, pas de sourire. Elle est allée droit au but. Tu n'aurais pas dû venir au bureau ce jour-là. J'ai juste changé le routeur, ai-je répondu. Elle a regardé autour d'elle et baissé la voix. Mélissa est devenue parano dès qu'elle t'a vu là. Elle a dit à Roberto que tu fouillais. J'ai ri sans conviction. Je fouillais, en effet. Elle a sorti une pochette transparente de son sac et l'a poussée vers moi. À l'intérieur, des copies de factures, relevés bancaires, emails imprimés. Du matériel de guerre. J'ai ouvert et commencé à feuilleter. Le schéma sautait tellement aux yeux que j'avais envie de secouer ces papiers sous le nez de quelqu'un, achats enregistrés comme matériel avec des montants bien trop ronds, $2000, $3500 approuvés par Mélissa, puis, peu après, virement vers Sunset Interior LLC. Les dates collaient parfaitement, toujours 2 ou 3 jours après le paiement. Et qui est le propriétaire de cette LLC? Ai-je demandé. Amy a fait une grimace. J'ai regardé sur Symbise. Un certain Richard M. est gérant, mais l'adresse est « Regarde toi-même ». J'ai lu. Qui s'y met? Le même immeuble que Mélissa disait avoir loué pour une cousine de l'Ohio. Ricky M., ai-je lu à voix haute. Amy a acquiescé. Il passe son temps à me draguer quand il vient. Il dit qu'il est le designer d'intérieur. Toujours parfum fort et basketteur de prix. J'ai ressenti ce froid mêlant colère et certitude. Tu as montré ça à mon père? Elle a secoué la tête. Impossible. Il ne répond que sur son portable, et c'est Mélissa qui filtre. Quand j'arrive à lui parler, il me dit « Mel a déjà vu ça ». Amy a soupiré. Lucas, j'apprécie ton père. Il est juste. Mais il est aveugle. Et moi, j'ai peur que ça retombe sur moi. J'ai refermé la pochette. Tu fais ce qu'il faut. Je vais m'en occuper. Là, avec Amy à côté de moi, j'ai ouvert l'ordinateur portable et consulté l'email de Symbise, le registre public de la LLC. Capture d'écran. Ensuite, j'ai ouvert l'application bancaire de mon père, encore connectée sur mon téléphone, un vieil accès oublié, et comparé les dates. Capture d'écran. J'ai appelé le numéro figurant sur l'une des factures, censé venir d'un magasin de plaques de plâtre à Apopka. Un homme à la voix de Radio AM a répondu. Le Drywall Solution, how can I help? J'ai répondu dans un anglais formel que j'utilise rarement. Je vérifie une facture émise pour Roberto Home Improvement, montant de $2480, le 27 avril. Il a tapé. Rien à ce montant à cette date. J'ai demandé pour des dates proches. Rien à ce nom. Je l'ai remercié et raccroché lentement, avec un mélange de victoire et de dégoût. La fraude, scellée sur le papier, mais quand on entend un rien à signaler de l'autre côté, ça frappe différemment. Amy, tendu. Et maintenant? Un plan commençait à se former. D'abord, je vais au Pro-Desk de Home Depot demain. Ils ont l'historique par numéro d'entreprise et carte. Je veux voir ce qui a vraiment été acheté. Ensuite, je vais à Qui s'y met. Elle a écarquillé les yeux. Tu vas affronter Mélissa? J'ai souri sans joie. Je vais affronter la vérité. Si elle est là, tant mieux. Sinon, je prendrai des photos de ce que je trouverai. Avant de partir, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Où es-tu? Pas de salut. Dehors, ai-je répondu. Il est allé droit au but. Mélissa pleure. Tu veux détruire notre famille?
Cette phrase m'a coupé plus profondément que la gifle. Je ne veux rien détruire, papa. Je veux te protéger. Regarde l'email d'Amy. Il a soufflé. Mélissa dit que cette réceptionniste est jalouse. Qu'elle veut ta place. J'ai failli rire. Quelle place? Je suis technicien informatique. Elle est réceptionniste. Quelle promotion, papa? Silence. Puis il a baissé le ton. Reviens et présente tes excuses. J'ai avalé ma salive. Quand tu auras regardé les papiers, je reviendrai. J'ai eu tort sur le mot, je l'ai déjà dit. Mais pour le reste, non. Il a raccroché. Je suis resté à fixer l'écran noir, n'entendant que le bruit du lait moussé par la machine. Le lendemain, à 9 h, j'étais chez Home Depot sur Orange Blossom Trail, avec un café fade et la tête en vrac. L'employé du Prodesk, un grand roux barbu nommé Mike, a été sympa quand je lui ai expliqué que je devais imprimer les achats liés à une carte d'entreprise et à un compte pro. J'ai montré la carte virtuelle sur l'application. Il a demandé une pièce d'identité. J'ai glissé mon permis de Floride, priant pour que le nom corresponde au compte. C'était bon. Il a affiché l'historique. Lui et moi, côte à côte, regardant l'écran. Il y a bien un achat de 486 $ le 27. Des vis, de la peinture, une bâche. Pas de 2480 $. Le plus gros ticket du mois dernier, c'est 740 $. J'ai senti un poids dans ma poitrine. Vous pouvez imprimer? Oui. Je suis parti avec un dossier orange agrafé, date, article, prix, tout dans les moindres détails. J'ai pris ligne 4 en direction de Kissimé. En route, un message d'Amy. Fais attention. Mélissa a disparu aujourd'hui. Elle a dit qu'elle allait voir une cliente. Le GPS m'a mené à une résidence au nom pompeux, Sunset Park. Barrière avec contrôle digital des visiteurs. Je suis resté à l'extérieur, sur un parking visiteur, mon pick-up face au portail, attendant, feignant de regarder mon téléphone. Le soleil tapait fort, les palmiers projetaient une ombre courte qui ne couvrait rien. 35 minutes plus tard, une Corolla noire est arrivée. J'ai reconnu Mélissa à ses grandes lunettes et à sa hâte. À côté d'elle, un type en chemise ajustée, tatouage dépassant de la manche, avec l'aura designer d'intérieur façon Instagram. Ils se sont garés sur une place visiteur, ont ri d'une blague que je n'ai pas entendue et sont passés au portail avec un QR code. J'ai allumé la caméra de mon téléphone, respiré un grand coup et les ai suivis à pied, profitant du passage d'un couple. À l'intérieur, couloir avec moquette neuve et odeur de pain. Ils sont montés au 2e étage. Porte 204. Je suis resté au coin, dans l'escalier, feignant de consulter mon fil d'actualité. Mélissa a sorti un trousseau de clés de son sac porte-clés avec un petit ananas doré et a ouvert. Ils sont entrés. Avant que la porte ne se referme, j'ai entendu la voix du type. Roberto ne se doute de rien. Ma main tremblait, mais j'ai réussi à garder la caméra stable, capturant seulement la porte qui se fermait. Rien d'intrusif au-delà. Le respect de la loi est une limite, même quand le sang bouillonne. Je suis resté là, réfléchissant à la suite. J'aurais pu appeler mon père sur le champ, mettre le haut-parleur, faire un film digne d'un tribunal. Mais je savais qu'en face, il y avait un cœur amoureux, un récit déjà bien rodé et un fils avec une réputation de tête dure. À la place, j'ai respiré. J'ai pris l'ascenseur, seul, et suis descendu. Sur le parking, je me suis assis dans le pick-up et ai téléversé les fichiers sur un espace sécurisé. J'ai tout renommé avec la date et l'heure. La paranoïa devient méthode quand la famille est en jeu. Avant de démarrer, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix masculine, avec cet anglais traînant de quelqu'un qui essaie de masquer son accent. Lucas? C'est Ricky. On peut parler d'homme à homme? J'ai fermé les yeux une seconde, sentant le bruit blanc de la colère monter comme la marée. On peut. Mais ce n'est pas de décoration qu'il s'agit. De l'autre côté, un petit rire. Alors viens voir comment je décore ta vie. La ligne a coupé. Et j'ai compris deux choses instantanément, il savait que j'étais là, et la guerre venait de changer de niveau. Je suis sorti du parking du Sunset Park avec la tête qui bourdonnait, non seulement à cause de la colère, mais aussi du poids de savoir que Ricky avait mon numéro. Cela signifiait deux choses, soit Mélissa le lui avait donné,
soit il avait fouillé d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la réponse, j'étais engagé dans un sale combat. J'ai démarré le moteur du F-150 et pris la John Young Parkway, mais en chemin, je me suis arrêté dans un 7-Eleven. J'avais besoin de souffler et de réfléchir au prochain pas avant de faire une bêtise. J'ai acheté un Gatorade et me suis assis à l'une de ces tables rondes près de la fenêtre, d'où l'on peut voir la vie défiler. Mon téléphone a vibré, message d'ami. Ami, Ricky est passé au bureau. Il a parlé avec Melissa et ils sont restés enfermés ensemble 15 minutes. Ensuite, ils sont sortis tous les deux. J'ai pris une grande inspiration. Ok, donc il n'essaie même plus de cacher. J'ai répondu, garde ça en mémoire. Si possible, note-le Ricky les a vus. Elle a simplement répondu, c'est fait. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé à monter un dossier. Photos, capture d'écran, historique de Home Depot, enregistrement de la LLC, photo de la voiture de Melissa sur le parking de la résidence, et même l'enregistrement de l'appel de Ricky. Oui, j'avais activé l'enregistrement automatique des appels depuis des semaines, parce que je sentais déjà que quelque chose allait exploser. Ce n'était pas juste de la paranoïa, c'était de l'instinct. J'ai pensé à tout donner directement à mon père, mais la scène du déjeuner de la fête des mères était encore trop fraîche dans ma mémoire, lui me regardant comme si j'étais un intrus dans ma propre maison. Si je débarquais maintenant avec toutes ces preuves, il penserait que j'avais passé des jours à traquer sa femme, et l'affaire serait classée. C'était le scénario parfait pour qu'elle se retourne contre moi. Alors j'ai décidé, je parlerai d'abord à quelqu'un qu'il respectait et que Melissa ne pourrait pas manipuler facilement. Le nom qui m'est venu à l'esprit a été celui de l'oncle Claudio, le grand frère de mon père, qui vit à Tampa. Claudio avait toujours eu des doutes sur Melissa, non pas parce qu'il n'aime pas les belles-mères, mais parce qu'il connaît la tendance de mon père à se donner entièrement dans une relation. J'ai appelé. Il a répondu avec cet accent encore bien marqué, même après 20 ans en Amérique. Alors, gamin. Tu as survécu au déjeuner? Plus ou moins, ai-je soufflé. Tonton, j'ai besoin de te parler en personne. C'est à propos de papa et de Melissa. Ah, je m'en doutais. Quand? Aujourd'hui. Tout de suite. Alors viens. Apporte des bières. J'ai roulé jusqu'à Tampa, presque 2 heures de route, avec pour seul bruit le moteur et mes pensées. À mon arrivée, tonton était sur la véranda, pieds nus, portant un vieux maillot délavé du Flamengo et un sourire en coin. Je suis entré, et il a sorti 2 Bud Light du frigo. Parle. J'ai ouvert l'ordinateur et tout montré, point par point. Il est resté silencieux, fronçant seulement les sourcils en buvant. Quand j'ai terminé, il a dit « Gamin, c'est du lourd, ça. Et ton père préférera mourir dans les bras de cette femme plutôt que de te croire. » Alors je fais quoi, tonton? Il s'est frotté la barbe. D'abord, protège-toi. Ces deux-là semblent prêts à retourner la situation contre toi. Ensuite, donne ça à l'avocat de l'entreprise, pas à ton père. L'avocat est payé pour protéger les affaires, pas le mariage. Ça avait du sens. L'avocat de mon père, un Américain chauve et méthodique nommé Daniel Brox, s'occupait de tout, contrat, impôts, renouvellement de licence. Et, contrairement à mon père, il n'avait pas l'habitude de décider sous le coup de l'émotion. Je suis reparti de Tampa avec un plan, prendre rendez-vous avec Daniel, lui montrer le dossier, et le laisser décider de la prochaine étape légale. Mais en chemin, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était un numéro connu, mon père. Lucas, il faut qu'on parle. Sa voix était différente, plus basse. À propos de quoi? De ce que tu racontes partout. Melissa m'a montré des messages que tu as envoyés à Amy, disant qu'elle détournait de l'argent. Mon estomac s'est glacé. Comment elle a vu ces messages? Amy a laissé l'ordinateur déverrouillé. Un mensonge éhonté, et je le savais. Papa, si tu crois à cette version, on n'a rien à se dire. Silence. Donc c'est comme ça? Toi contre moi? Non, papa. Moi contre celle qui t'arnaque. Il a soupiré, las. Demain, 8 heures, ici au bureau. Toi, moi et Melissa. On règle ça une bonne fois pour toutes. J'ai raccroché avec ce poids d'audience de tribunal. Et je savais que ce ne serait pas juste, Melissa contrôlerait la conversation, mon père serait fermé, et je devrais lâcher la bombe d'un coup.
Mais il y avait un détail, si je montrais tout sans précaution, je risquais de compromettre Amy et même Mike de Home Depot. Alors, j'ai passé le reste de la nuit à trier les preuves, assez pour ouvrir les yeux de mon père, mais sans mettre en danger ceux qui m'avaient aidé. À 3 heures du matin, lorsque j'ai enfin fermé l'ordinateur, j'ai reçu un autre message d'un numéro inconnu. Demain va être amusant. Mais quelque chose de joli. Signé, Ricky. Je suis resté à fixer l'écran illuminé dans l'obscurité de ma chambre, en pensant que ce n'était plus seulement une question d'argent ou d'orgueil. C'était une guerre psychologique. Et je ne savais pas jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je me suis réveillé avant le réveil, vers 5h30. Le corps fatigué, mais l'esprit déjà en mode combat. J'ai pris une douche, enfilé un polo bleu et un jean rien de trop formel, rien de négligé et j'ai glissé le dossier dans une chemise noire à élastique. Avant de partir, j'ai vérifié 3 fois que la clé USB avec les fichiers était bien dans ma poche. Le bureau de mon père se trouve dans un petit strip mal modeste, avec façade vitrée et store blanc. Je suis arrivé à 7h50 et suis resté dans la voiture à observer. Mélissa était déjà là, le pick-up de mon père garé devant, et, bien sûr, une Corolla noire garée de travers celle de Ricky. Mon estomac s'est noué. À 8h02, je suis entré. L'odeur de café bas de gamme et de sueur se mêlait à l'air climatisé. Mon père était assis derrière son bureau, bras croisés, et Mélissa, assise sur le côté, jambes croisées avec cette attitude calculée de quelqu'un qui veut paraître maître de la situation. Ricky était adossé au mur, souriant comme un spectateur VIP. « Là, assieds-toi, Lucas, dit mon père sans lever les yeux. Je me suis assis, gardant la chemise sur mes genoux. Alors commença Mélissa, tu racontes que je vole l'entreprise. Je veux que tu le répètes ici, en regardant ton père dans les yeux. J'ai ouvert la chemise et posé 3 feuilles sur le bureau, une capture de la LLC sur Symbise, un relevé bancaire avec les virements, et la liste de Home Depot montrant des achats bien inférieurs aux factures. Ce n'est pas raconté partout. C'est exposé des faits. Tout est là. Mon père a pris les feuilles, les a feuilletées rapidement et les a reposées comme s'il s'agissait d'un prospectus. Ça ne prouve rien. Papa, regarde les dates. Elles sont identiques. Et alors ? Mélissa m'a déjà expliqué. C'est un compte pour des services de design qu'elle sous-traite. Pour un certain Ricky M, qui est ici dans la pièce. L'ai-je lancé en regardant le designer, qui a élargi son sourire. Mélissa a pris la main de mon père. Tu vois, chérie ? Il est obsédé par moi. C'est maladif. Ricky a fait un pas en avant. Lucas, tu ne m'aimes pas parce que je suis ami avec Mélissa. Mais les affaires, c'est les affaires. J'ai respiré profondément. Très bien, faisons ceci, appelons maintenant le comptable de l'entreprise et demandons-lui s'il connaît cette LLC. Mon père a secoué la tête. Je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. À ce moment-là, j'ai compris que je ne gagnerais pas sur ce terrain. La pièce était un piège, Mélissa en victime, Ricky en témoin, et mon père en juge déjà convaincu. Si j'insistais, je passerais pour un hystérique. J'ai rangé les feuilles lentement et me suis levé. Très bien, papa. Mais avant de partir, je veux que ce soit clair, je ne vais pas arrêter. Si tu veux couper les ponts, c'est ton choix. Mais si cette entreprise coule, ce ne sera pas par ma faute. Mélissa a ricané. Va-t'en, Lucas. Tu n'as rien. J'étais déjà tourné vers la porte quand Daniel Brox, l'avocat, est entré sans frapper. Grand, chauve, costume gris clair. Bonjour. Que se passe-t-il ici ? Demanda-t-il en balayant la scène du regard. Mon père a minimisé. Juste un malentendu familial. Mais j'ai vu une ouverture. Daniel, tu as 5 minutes ? Je veux te montrer certaines choses sur les paiements de l'entreprise. Il m'a regardé, puis a regardé mon père. Si ça concerne l'entreprise, je dois écouter. Mélissa s'est remuée sur sa chaise, mal à l'aise. Ricky a baissé les yeux sur son téléphone. Mon père a soupiré. D'accord. 5 minutes. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au Wi-Fi du bureau et lui ai montré la séquence, facture fictive, virement, et enregistrement de la LLC. Daniel ne laissait transparaître aucune émotion, se contentant de prendre des notes. Quand j'ai terminé, il a dit « Roberto,
il va me falloir un accès complet aux comptes et aux factures originales. C'est sérieux. Mélissa s'est empressée de dire. Je peux m'en occuper. Daniel a levé la main. Non, Mélissa. Je dois les obtenir directement auprès de la banque et du comptable. Le silence a été lourd. Mon père ne regardait personne. Très bien, Daniel. Fais ce que tu as à faire. Je suis sorti du bureau avec un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais réussi à percer la bulle, mais je savais que Mélissa ne laisserait pas passer. Sur le parking, alors que je posais la chemise sur le siège de mon pick-up, j'ai senti mon téléphone vibrer. Message d'un numéro inconnu, tu as remué le nid de guêpe. Maintenant, tu vas sentir. J'ai balayé les environs du regard, cherchant une voiture en stationnement qui m'observerait. Rien. Mais le message était clair, ils allaient contre-attaquer. J'ai démarré le moteur et, dans le rétroviseur, j'ai vu Mélissa debout à la porte du bureau, me fixant avec un sourire glacé. Et c'est là que j'ai compris que cette guerre n'allait pas seulement concerner l'argent, ce serait une question de survie. Je suis sorti du parking avec ce sourire glacé de Mélissa collé dans ma tête comme un autocollant impossible à décoller. Le bruit du moteur du F-150 me paraissait plus fort, plus lourd, comme si même le pick-up avait ressenti l'ambiance de la réunion. J'ai allumé la radio juste pour briser le silence, mais chaque chanson sonnait déplacée, presque ironique. Sur le chemin du retour, le téléphone a sonné. C'était l'oncle Claudio. Alors, gamin? Comment ça s'est passé? Une mise en scène, ai-je répondu. Mélissa enceinte, Ricky en ami innocent, mon père en juge déjà acheté. Mais Daniel était là. L'avocat? Oui. Et il a mordu à l'hameçon. Il a demandé un accès direct au compte. Mon oncle a laissé échapper un petit rire. Alors elle va passer en mode panique. Fais attention, gamin. Ce genre de personne, quand elle est acculée, devient dangereuse. Une fois rentré, je suis allé droit à mon ordinateur portable. Mon objectif, désormais, était de prendre de l'avance. Mélissa n'allait pas rester les bras croisés pendant que Daniel fouillait les comptes, elle allait essayer de modeler le récit. J'ai donc décidé de préparer mon propre plan B au cas où tout se retournerait contre moi. J'ai passé l'après-midi à revoir chaque preuve, les organisant par date, montant et source. J'ai créé un dossier sur Google Drive avec un nom anodin, Projet Networking, et je l'ai partagé uniquement avec une adresse secondaire à moi. Tout était crypté, mais facile à envoyer à la presse locale ou même à la police si nécessaire. Ce n'était pas la voie que je voulais prendre, mais c'était bon d'avoir une bombe prête dans la poche. Vers 17 h, j'ai reçu un appel d'ami. Lucas, tu es assis? Oui. Mélissa est passée au cabinet comptable avant le déjeuner. Elle est sortie avec une grosse enveloppe et n'a laissé personne regarder. Je parie qu'elle va ajuster les chiffres avant que Daniel ne les demande. Il y a autre chose. Ricky est passé à la réception et a demandé ton numéro de plaque. Mon sang s'est glacé. Il n'a pas à savoir ça. Exactement. Je te préviens, reste sur tes gardes. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Une berline noire stationnait de l'autre côté de la rue. Elle était là depuis au moins une demi-heure, moteur coupé. Impossible de voir le visage du conducteur à cause des reflets sur le pare-brise. J'ai attendu encore quelques minutes, faisant semblant de regarder mon téléphone, puis la voiture est partie lentement. J'ai décidé de ne pas prendre de risques. J'ai jeté un sac à dos avec des vêtements sur le siège arrière et j'ai pris la route de Tampa, direction la maison de l'oncle Claudio. En chemin, j'ai envoyé un message à Amy. Et si quelque chose m'arrive, ouvre le drive et envoie-le à Daniel. Elle a répondu par un simple OK accompagné d'un emoji éclair. Je suis arrivé à Tampa de nuit. Mon oncle a ouvert la porte avec une Heineken à la main. T'as la tête de quelqu'un qui a vu un fantôme. Je crois que le fantôme me suit, ai-je dit, en laissant tomber mon sac sur le canapé. On s'est installé sur la véranda. Je lui ai raconté la voiture, Ricky demandant ma plaque, et Mélissa chez le comptable. Mon oncle a pris un air grave. Ce n'est plus juste une histoire de famille, Lucas. C'est du jeu sale. Tu dois vraiment te protéger. J'essaie. Non. Je parle de te protéger légalement. Demain, on va voir un ami à moi à la police. Tu n'es pas obligé de déposer plainte tout de suite, mais tu dois laisser une trace. J'ai accepté.
Ce n'était pas le genre de choses que j'imaginais faire contre la femme de mon père, mais on avait déjà dépassé les limites. Avant de dormir, j'ai vérifié une fois de plus le drive. Le dossier était complet, mais quelque chose me dérangeait, il manquait un coup final, quelque chose d'impossible à nier. Et là, allongé sur le canapé, je me suis souvenu du porte-clés en ananas doré de Mélissa. Je l'avais déjà vu, pas au condominium, mais sur une vieille photo Instagram d'elle, prise à l'intérieur d'un appartement avec vue sur un lac. Un lac que je connaissais. J'ai ouvert Google Maps, cherché le Sunset Park et, en zoomant, j'ai vu ce fameux lac à l'arrière. Le même que sur la photo d'il y a 2 ans. Mélissa avait donc accès à cet endroit bien avant l'arrivée de la soi-disant cousine. Mon cœur s'est emballé. C'était peut-être le lien qui manquait. Mais pour confirmer, il faudrait que je retourne dans cette résidence et que je m'approche davantage. Et, honnêtement, quelque chose me disait que cette fois, ce ne serait pas aussi simple que de suivre un couple jusqu'à la porte. Mais si je voulais renverser la partie, il faudrait prendre ce risque. Je me suis réveillé chez mon oncle Claudio avec le soleil filtrant à travers les stores et cette odeur de café fort qu'il préparait dans un filtre en tissu. Je me suis assis à la table, encore à moitié endormi, et il est allé droit au but. Alors, gamin, c'est quoi le plan? Retourner au condominium de Mélissa et obtenir une preuve impossible à contester. Il a froncé les sourcils. T'es fou? Si ce Ricky te surprend là-bas, ça va mal finir. Je sais. Mais c'est le seul moyen. En buvant mon café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché de vieilles photos de Mélissa sur Instagram. J'ai trouvé la fameuse photo de l'ananas doré, datant de 2 ans, prise sur le comptoir d'une cuisine moderne avec un plan de travail blanc. Par la fenêtre derrière, on voyait le lac du Sunset Park. Autrement dit, elle avait un lien avec cet endroit bien avant l'histoire de la cousine de l'Ohio. Mon oncle a regardé par-dessus mon épaule. Donc, elle a même menti sur la date à laquelle elle a connu le condominium. Exactement. Et si j'obtiens une photo récente du même endroit, avec elle ou Ricky, la version officielle s'écroule. J'ai passé le reste de la matinée à étudier le plan du condominium sur Google Earth et à chercher comment entrer sans attirer l'attention. Pas question de simplement suivre quelqu'un à nouveau, il fallait quelque chose de plus sûr. La solution est venue lorsque j'ai remarqué que le Sunset Park avait une entrée latérale pour les livraisons, utilisée par les entreprises de maintenance. J'ai loué une camionnette blanche chez U-Haul, acheté un polo générique avec un logo brodé Service Team dans un magasin d'uniformes et suis passé dans une boutique de produits d'entretien pour acheter quelques seaux et rouleaux de papier juste pour donner de la crédibilité à la couverture. Je suis arrivé à Kissimmee à 15 heures. J'ai attendu à une station-service près de l'entrée jusqu'à voir un camion de maintenance réel passer par le portail latéral. Je l'ai suivi de loin et suis entré en même temps, saluant le vigile comme si je travaillais là. Il n'a rien soupçonné. À l'intérieur, j'ai garé la camionnette dans un coin discret et suis allé à pied jusqu'au bloc 200. Je suis passé devant l'escalier menant à l'appartement 204 et j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte, avec une musique basse venant de l'intérieur. J'ai respiré profondément, sorti mon téléphone en mode caméra, et me suis avancé jusqu'au seuil. Je ne suis pas entré, mais, à travers l'ouverture, j'ai pu filmer quelques secondes de l'intérieur. La cuisine était la même que sur la vieille photo au plan de travail blanc, ananas doré sur le comptoir et, dans le reflet de la porte vitrée donnant sur le lac, on distinguait la silhouette de Mélissa allant et venant. Elle parlait au téléphone. Il n'aura pas le courage. Et même s'il l'a, Roberto me croit déjà. Mon cœur s'est emballé. J'ai zoomé sur le reflet pour capturer un maximum de détails. À ce moment-là, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. J'ai levé les yeux et vu Ricky, un sac à la main, venir droit sur moi. J'ai rangé le téléphone dans ma poche, pris un chiffon et fait semblant de vérifier la poignée. Il s'est arrêté à 2 mètres, me fixant avec un sourire en coin. Perdu, service Guy? Bonjour. Je vérifie juste l'état de la porte. Demande du condominium. Il a laissé échapper un petit rire sec. Tu travailles ici, ou tu joues à l'espion? Avant que je puisse répondre, Mélissa est apparue sur le pas de la porte, feignant la surprise. Tiens, Lucas. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter. Je suis resté immobile, essayant de garder mon calme. Je travaille. Pure coïncidence. Ricky a avancé d'un pas, réduisant la distance. Alors, travaille ailleurs. Le message était clair. J'ai fait demi-tour,
descendu les escaliers lentement et suis allé directement à la camionnette. Je suis sorti du condominium par la même entrée latérale, le cœur battant et un frisson glacé dans la nuque. Plus tard, garé sur le parking d'un Walmart à quelques kilomètres, j'ai revu la vidéo. Bien qu'imparfaite, on reconnaissait clairement l'appartement et, surtout, Mélissa dans le reflet. C'était la pièce qu'il me fallait. Mais avant que je ne décide de la suite, mon téléphone a vibré. Message de mon père. Lucas, il faut qu'on parle. C'est sérieux. Viens à la maison. En lisant ces quelques mots, j'ai compris que quelque chose avait changé. Et pas forcément en ma faveur. J'ai roulé jusqu'à la maison de mon père avec l'estomac noué, la vidéo dans la poche et la sensation d'entrer sur un champ de mine. En tournant dans sa rue, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait, son pick-up et la Corolla noire de Ricky étaient garés dans l'allée. Je me suis stationné de l'autre côté de la rue et suis resté quelques secondes à observer la façade. Les rideaux du salon étaient ouverts et je pouvais voir mon père faire les 100 pas, gesticulant. Mélissa était assise sur le canapé, jambes croisées, avec cet air de personne qui contrôle la situation. Ricky, lui, était adossé au chambranle de la porte, comme un garde du corps. J'ai pris une grande inspiration et sonné. Mon père a ouvert la porte trop vite, comme s'il m'attendait. Entre. Nous avons traversé le salon en silence. Il est allé droit au but. Mélissa m'a montré des images de toi au condominium. Et il m'a fixé dans les yeux. Tu as pénétré dans l'appartement d'un de ses clients? Mélissa a relevé le menton, feignant l'indignation. Un client qui me fait confiance, Roberto. Et il était là, déguisé en agent de maintenance, en train d'espionner. C'est un délit. J'ai regardé mon père. Je ne suis pas entré. Je suis juste passé et j'ai vu la porte ouverte. Avec un uniforme de maintenance? A lancé Ricky, provocateur. Pratique. Mon père a croisé les bras. Lucas, j'essaie de comprendre pourquoi tu es prêt à te détruire pour m'attaquer. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Papa, j'essaie de te protéger. Tu ne vois pas? Cette femme te ment depuis le début. J'ai une vidéo d'elle dans cet appartement, disant que tu la crois déjà et que je n'aurai pas le courage d'agir. Il a fait un geste d'agacement. Montre. J'ai pris mon téléphone, ouvert la vidéo et la lui étendue. Il l'a regardée en silence. Quand il a terminé, il a pris une grande inspiration. Ça ne prouve rien, à part que tu es obsédé. Mélissa a posé la main sur son épaule. Chérie, je ne sais plus quoi faire. J'ai peur de ton fils. Ricky a esquissé ce petit sourire agaçant. Peut-être qu'il est temps de l'écarter pour de bon. Mon père a hoché la tête lentement, comme s'il arrivait à une conclusion. Lucas, je pense qu'il vaut mieux que tu disparaisses un moment. Je ne veux pas te voir ici, ni au bureau. Et si tu continues avec ces accusations, je serai obligé d'impliquer la police. Je l'ai fixé, essayant d'assimiler ses paroles. Donc, c'est ça? Tu préfères croire ces gens plutôt que ton propre fils? Je crois aux personnes qui sont de mon côté, a-t-il répondu sèchement. J'ai pris mes clés, les ai mises dans ma poche et me suis dirigé vers la porte. Avant de sortir, j'ai regardé Mélissa. Profite, parce que quand la vérité éclatera, il n'y aura ni condominium ni client pour te sauver. Elle a souri comme quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. On verra, mon cher. Je suis parti avec le sentiment d'avoir perdu la bataille. Mais en roulant vers Tampa, une idée a commencé à germer. Si mon père ne voulait pas m'écouter, il allait entendre quelqu'un qu'il ne pourrait pas ignorer. Et je savais exactement qui appeler. Je suis arrivé à Tampa vers minuit, épuisé et la tête en ébullition. Mon oncle Claudio était sur la véranda, assis dans son vieux fauteuil, une Bud Light à la main, regardant un match de basket sur la télé allumée à l'intérieur. Vu ta tête, ça s'est mal passé, et dit-il sans détourner les yeux de la rue. Mon père a vu la vidéo et a dit que ça ne prouvait rien. Mélissa a fait tout un numéro. Ricky était là, versant de l'huile sur le feu. Et maintenant? Maintenant, je vais faire venir quelqu'un qu'il ne pourra pas ignorer. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et cherché le contact de Donna Elena, ma marraine et meilleure amie de ma mère. Dans les années 90, elle et mon père avaient travaillé ensemble dans une entreprise de construction à Newark, avant qu'ils ne partent pour la Floride. Il la respectait énormément, plus encore que certains membres de la famille. Mais Elena,
c'est Lucas, ai-je dit dès qu'elle a décroché. J'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-moi, mon fils. C'est à propos de mon père. C'est sérieux. Tu peux venir à Orlando demain? Elle est restée silencieuse quelques secondes. Oui. Mais explique-moi en chemin. J'ai passé la nuit à préparer une version propre et objective du dossier, sans rien qui puisse passer pour de la persécution personnelle. Juste des chiffres, des dates, des documents. Et j'ai gardé la vidéo de Mélissa pour la fin, comme la cerise sur le gâteau. Le lendemain, à 15 h, j'ai retrouvé Elena sur le parking d'un petit hôtel près de l'aéroport. Elle avait sa posture ferme habituelle, lunettes de soleil et blazer noir. Alors, raconte-moi tout. Nous nous sommes installés dans un café et j'ai tout expliqué depuis le début, le déjeuner de la fête des mères, la gifle, l'argent disparu, la LLC de Ricky, la visite au condominium, tout. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois, se contentant de prendre des notes dans un carnet. Tu sais que si je vais lui parler, je vais devoir être dur, hein? M'a-t-elle dit à la fin. C'est exactement ce que je veux. Nous avons fixé avec mon père une réunion de famille dans son bureau le lendemain. Il ne savait pas qu'Elena serait présente. Quand nous sommes arrivés, il avait l'air surpris. Elena? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te sauver la mise, Roberto. Mélissa, qui était dans un coin à tripoter son téléphone, a levé la tête avec un regard méfiant. De quoi s'agit-il? Du fait que vous jouez avec l'argent de l'entreprise, répondit Elena sans détour. Mon père a tenté de rire. Toi aussi, Elena? Elle a ouvert la chemise, posé les documents sur la table et désigné chaque élément. Le virement, LLC, fausse facture. Je connais ta façon de travailler, Roberto. Ça, ce n'est pas toi. Mélissa a croisé les bras. C'est une violation de la vie privée. C'est une fraude, ma chère, rétorqua Elena. Et la fraude, ça mène en prison. L'atmosphère est devenue lourde. Ricky n'était pas là, mais je sentais que Mélissa envoyait des messages à quelqu'un sur son téléphone. Mon père semblait partagé, regardant tour à tour l'une et l'autre. Je vais en parler à Daniel, et dit-il enfin. Non. Tu vas en parler à la banque et au comptable, corrigea Elena. Et tu vas le faire aujourd'hui. Mélissa tenta de répliquer, mais mon père leva la main pour lui imposer le silence. Pour la première fois, il la regarda avec autre chose que de la confiance. Peut-être du doute. Peut-être de la peur. Elena, donne-moi quelques heures. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchis vite, répondit-elle. Parce que si tu ne règles pas ça, je transmettrai moi-même au fisc. Nous avons quitté le bureau sans savoir si nous avions gagné ou seulement déclenché une nouvelle vague dans une mer agitée. Mais quelque chose dans le regard de mon père me fit croire que la muraille de Mélissa commençait à se fissurer. Et si elle se fissurait, alors on pouvait la faire tomber. Le lendemain, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Ce n'était pas du soulagement, mais ce n'était pas non plus uniquement de la tension. C'était comme si quelque chose s'était déplacé sur l'échiquier. Le silence de mon téléphone m'inquiétait. Pas de message de mon père, aucune provocation de Mélissa, rien de Ricky. On aurait dit le calme avant la tempête. Vers 10 h, Ami m'a appelé. Lucas, tu es assis? Je suis dans la voiture. Dis-moi. Mélissa et Ricky sont au bureau. Daniel aussi. Et ton père, il est enfermé dans son bureau avec Daniel depuis plus d'1 heure. Mon cœur s'est accéléré. Il a dit quelque chose? Non. Mais Mélissa est sortie au milieu de la réunion, en pleurs et en hurlant au téléphone. J'ai conduit jusqu'à proximité du bureau, mais je n'ai pas voulu entrer. Je suis resté sur le parking d'un yacht, d'où je pouvais voir la porte du strip mall. Environ 40 minutes plus tard, Mélissa est sortie avec Ricky. Elle est montée dans la Corolla, lui dans sa propre voiture. Pas de sourire, pas de posture victorieuse. Il semblait furieux. À 14 h, mon père m'a appelé. Lucas, tu as 1 minute? Sa voix était différente. Moins sur la défensive, plus lourde. Oui. J'ai parlé avec Daniel, avec la banque et avec le comptable. Les chiffres ne correspondent pas. J'ai dégluti. Je sais. Mélissa ne reviendra pas à la maison. Je suis resté silencieux, le laissant continuer. Ricky, il recevait bien une partie de l'argent.
Je me sens comme un idiot. C'était étrange d'entendre ça de sa bouche. Une partie de moi voulait dire je te l'avais dit. Une autre voulait juste profiter de l'instant. Papa, tu n'es pas idiot. Tu as juste fait confiance à la mauvaise personne. Et je t'ai traité comme un ennemi. La gifle, au déjeuner. Je sais. Sa voix s'est brisée. Pardon, mon fils. Nous avons convenu de nous voir le lendemain. Avant de raccrocher, il a ajouté. Et merci, de ne pas avoir abandonné. Le soir, j'ai reçu un message d'amis, Mélissa et Ricky ont quitté la ville ensemble. Je ne sais pas où ils sont allés. Je savais que ce n'était pas la fin. Des gens comme eux ne disparaissent pas, ils se repositionnent. Lors de la rencontre avec mon père, il paraissait visiblement abattu. Mais cette fois, il y avait de la place pour le dialogue. Je lui ai tout montré à nouveau, calmement, et il a écouté. Quand j'ai terminé, il a dit « Daniel prépare déjà une plainte. Et la police pourrait avoir besoin de te parler. Je suis prêt. » En partant, il m'a serré dans ses bras. Fort, longtemps. Je ne sais pas si c'était du remords ou du soulagement, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que nous étions de nouveau père et fils. Pourtant, au fond, je savais que cette histoire allait laisser des traces. Des gens qui mentent de cette façon n'acceptent jamais la défaite facilement. Commentaire de Madame Reddit. C'est fou comme certaines personnes n'apprennent qu'après avoir pris un coup, au portefeuille, et parfois en plein visage.